faire de soi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion qui me tient à cœur, encore une fois, enfin de toute façon vous commencez à me connaître, qui est l'hypersensibilité. La semaine dernière, je vous ai partagé un épisode sur tout ce qui était énergétique, un peu ma story time et tout, mais je vous ai pas parlé de mes neuroatypies et je vous ai pas parlé du moment où j'ai découvert ces neuroatypies, mais tout est lié. Donc je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Je suis Elia Horis. Cet espace est une invitation à ralentir, à ressentir et à se reconnecter à ce qui vibre en vous. À travers ces épisodes, je vous partage mon vécu, mes expériences et mes phases d'introspection pour vous aider à mieux vous comprendre, à avancer avec plus de clarté et à cultiver un équilibre entre votre esprit et votre cœur. Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Du coup sur l'hypersensibilité, donc comme à mon habitude, maintenant vous commencez à me connaître, je ne fais plus de montage audio, vidéo, quoi que ce soit, je vous balance une image en fond pour que ce soit plus rapide pour moi et comme ça j'ai de plus en plus de temps pour me consacrer à ces notions-là, à vous transmettre et justement à vous faire des épisodes de podcast. Et du coup, la semaine dernière, je vous ai fait un super long épisode sur une story time, sur mon lien avec les énergies. Je vous renvoie à cet épisode si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai oublié complètement d'intégrer à l'intérieur comment j'ai réussi à comprendre mes neuroatypies. Donc là, dans l'intitulé de cet épisode, je vous parle d'hypersensibilité parce que je veux un peu déconstruire ce qu'on se dit sur l'hypersensibilité, mais je veux vous parler aussi de d'autres neuroatypies que j'ai. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais parler de moi, de ma vie, de mon prisme de réalité, et puis j'espère que ça aidera la majorité d'entre vous, mais en tout cas, si jamais vous voulez aborder ce genre de notions, je suis toute oui. Donc, c'est parti. Alors, pour moi, donc dans l'épisode de la semaine dernière, je vous avais parlé d'un moment de ma vie où j'ai eu un burn-out, où j'ai eu une crise complète d'identité et où ça a été complètement, affreux pour moi parce que j'avais plus goût à la vie, plus goût à rien. J'avais une perte de sens sur tous les aspects de ma vie, amical, travail, études, amoureux, enfin tout. J'étais vraiment mais pas bien. Et à ce moment-là, du coup, une chose que je vous ai pas dite, c'est que j'ai vu un psy. Pour la première fois de ma vie d'ailleurs, pile à ce moment-là, parce qu'il fallait bien que je sorte de cet état-là. Je vous ai parlé, de la personne qui m'a aidée, avec la sonothérapie à me sortir de ça et cetera, mais j'ai aussi eu une période où j'étais suivie par un psy, pendant 1 an, je dirais à peu près. Donc là, c'était une année où j'étais encore, à l'école, à Paris, parce que ce psy justement est venu juste après le confinement en fait, avec les dégâts qu'on a découverts psychologiquement sur les jeunes, enfin les jeunes générations françaises, n'est-ce pas? Enfin bref, donc du coup je sais pas si toutes les écoles avaient ça, mais mon école avait un psy, à disposition pour les élèves qui le souhaitent. Et du coup, moi, il y a eu un moment où j'ai complètement craqué en cours, je vais pas vous mentir, en fait, je suis partie en plein milieu d'un cours. Je ne pouvais plus respirer, je sais pas, j'avais comme une angoisse scolaire, enfin, je sais pas trop ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais donc ça a été remonté à la direction de mon école et évidemment, on m'a dit: «Bah, si tu veux rester, va voir le psy, en fait. Donc tu vois bien que tu as un problème, va voir le psy». Et quand bien même les gens qui vont voir des psys n'ont pas de problème en fait, hein, je parle de ce qu'on m'a dit, mais quand bien même en fait, j'ai découvert qu'aller voir un psy, c'était pas, un synonyme de folie, hein, attention. Enfin ou de problème, peu importe. Enfin bref, donc j'ai commencé à aller voir ce psy, j'avais une colère en moi, mais pas possible, c'était vraiment un truc, un tsunami de colère. J'ai jamais eu ça de toute ma vie parce que la psy m'a dit: «Vous êtes en colère». Voilà ce qu'elle m'a dit à la fin de la séance de 40 minutes quand même, hein. Et elle me dit: diagnostic, vous êtes en colère» et je vous jure, hein, à ce moment-là, mais c'était une avalanche de colère. Je me suis dit: «Mais bien sûr que je suis en colère. J'arrive pas à faire mon travail, on m'oblige à aller voir une psy». Alors moi, à l'époque, je voyais vraiment le truc, en mode, donc j'ai un problème, quoi. Voilà, on m'a dit que j'avais un problème, donc j'ai un problème. J'arrive plus à suivre les cours, je suis complètement déboussolée, j'arrive plus à prendre de goût pour rien et cetera et émotionnellement, c'est un tsunami d'émotions. Je pleure tout le temps, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, je suis susceptible comme jamais, enfin bref. Et elle me dit: «Vous êtes en colère». Oui madame. Comment vous dire? Oui, bien évidemment que je suis en colère, c'est bien pour ça que je viens vous voir. Maintenant, votre diagnostic, est-ce qu'il est un peu plus profond que ça? Enfin bref, donc c'était la première fois que je vais voir, donc un psy et puis, donc je rentre chez moi, en fait, j'ai séché les cours, j'appelle ma mère parce que je voulais pas rentrer chez moi toute seule et tout, enfin
Donc, à ce moment-là et puis donc, je lui raconte ce qui s'était passé, puis elle me dit: «Mais peut-être que ça te ferait du bien, quand même, écoute ce qu'elle a à dire, mais toi, est-ce que tu as parlé?» Et là, je me rends compte qu'effectivement, pendant toute la séance, pendant 45 minutes, j'ai parlé. Donc un petit peu ce que je suis en train de vous faire avec les podcasts, au final. Et donc j'en parle à mon cousin et tout, qui lui allait voir un psy à l'époque aussi. Il me dit: «Non, mais en fait, c'est juste un moment pour toi, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu seras pas jugé, justement, au contraire, on va te donner des pistes pour t'aider et cetera et donc bah, peut-être que ce psy-là n'était pas adapté à toi parce qu'elle avait une manière de parler qui ne t'a pas plu, mais essaye de voir un autre psy». Puis moi, bourrue comme je suis: «Oh bah non, j'ai pas envie, non, 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 je vais me débrouiller toute seule» et cetera. Bon, heureusement pour moi, à ce moment-là de ma vie, comme je l'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai connu des personnes, des énergéticiens, des personnes qui m'ont amenée vers un côté plus psychologique du développement personnel, que ce soit parce que moi j'ai commencé avec les énergies, mais enfin en tant qu'énergéticienne, mais au final, tout était en autodidacte, tout ce que j'ai appris, c'était à travers des livres, des pratiques ou même des enseignements qu'on m'a donnés, mais sans forcément que je fasse de stage ou quoi que ce soit. Je ne suis pas certifiée, attention, je ne suis pas certifiée, mais par contre, j'ai appris des choses et je le transmets aujourd'hui. Et à ce moment-là, donc, j'étais beaucoup dans la psychologie axée développement personnel. Sachant que j'étais en burn-out, j'ai commencé à m'intéresser au burn-out. Qu'est-ce que c'était, et cetera, nanana. Et puis, bon, ma vie continue, et cetera. Et puis un jour, il a fallu que je revoie un psy pour une notion, autre. Une notion autre, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais enfin voilà, je vais revoir un psy, dans un autre cadre et cetera et en fait, j'apprends que j'ai une façon de penser qui est atypique. Alors ce psy-là m'annonce que il va falloir que je fasse un test de QI si je le souhaite parce qu'effectivement, j'ai une façon de penser mes émotions et de les transmettre et de les exprimer, où on sent qu'en fait, il y a énormément de frustration, énormément de bridage, donc j'étais vraiment dans un truc où je me forçais à pas en faire trop, et qui était pas du tout sain pour mon développement perso et que, et ben, en fait, du coup, à cause de ça, je ne comprenais pas forcément, quelles étaient mes émotions parce que à chaque fois, je les refoulais. Mais toutes les émotions, hein, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient, plus tristes. Donc la colère, la tristesse, le stress et cetera, je refoulais tout à l'intérieur de moi. Ce qui m'a donné, en fait, en réalité, 2 dépressions dans ma vie. Une quand j'étais au collège, quand j'ai subi, tout ce qui était harcèlement scolaire et cetera, donc après l'hôpital, je sais que j'ai eu un tout petit suivi et je sais que j'ai eu une petite dépression à ce moment-là. Mais c'est quand même une dépression, donc j'avais entre 14 ans et 15 ans, vous imaginez bien que c'est quand même traumatique, en fait, ce genre de choses. Même si en fait on n'en parle pas, on le garde à l'intérieur de nous et tout, c'est c'est quand même traumatique. Ça a été une période où en fait, bah, ça a laissé des traces à l'intérieur de moi, dans ma façon de penser et tout. Et ensuite la deuxième bah, ça a été le burn-out, qui a duré plus de 2 ans, donc toute la partie de mes études où j'étais en burn-out, en master, bah, oui, j'étais en burn-out aussi, tu me diras, et où j'ai subi ce truc-là et où je comprenais pas forcément ce qui se passait et tout et puis en plus je faisais mes recherches aussi, sur les pratiques énergétiques pour le bien-être et aussi sur la psychologie, enfin bref, tout un amalgame de trucs que j'avais fait, à ce moment-là et pourtant j'avais plus le goût de rien. Donc à ce moment, je vais voir, enfin un peu après, je vais voir un autre psy du coup, donc pas celui de l'école, mais un autre, 1 an après. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme et que j'avais du temps pour moi au final, je voulais pas retourner dans la mode et le prêt-à-porter, je vous ai dit dans l'épisode de la semaine dernière que c'était ça le sujet de mes études. J'étais dans une école artistique, mais en particulier, en direction artistique de la mode et du prêt-à-porter et en fait, ça me convenait pas du tout. Les stages que j'ai faits, m'ont pas plu, enfin voilà, ça a été assez compliqué, de dire ça et de l'assumer et c'était là aussi où j'avais une perte de sens. Bon, bah, j'ai fait 5 ans d'études pour rien, j'ai perdu mon temps et cetera donc un peu, c'est un peu comme si je me disais: «OK, je suis aquaboniste, quoi. Je suis là, OK, à quoi bon? J'ai fait tout ça pour rien. Au final, j'ai contracté un prêt étudiant pour rien» et cetera. Enfin, ça a été compliqué. Donc je vais voir un psy, en réalité, pas pour ça, mais pour une notion qui s'en rapproche et comme je l'ai dit, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais voir ce psy-là qui me dit, pour la première fois de ma vie: «Oui, il va peut-être falloir que tu fasses un test de QI parce que voilà, tu a une façon d'exprimer tes émotions qui est particulière. J'ai déjà vu ça, mais je veux être sûre, je veux un diagnostic». Le test de QI en question a duré 1 an et demi, OK? Ça a été des tests papier, donc où je devais remplir des trucs, enfin,
c'est des tests sont enfin, les tests sont différents pour tout le monde, mais là, j'avais vraiment l'impression de c'était limite des jeux de logique ou ce genre de choses. Donc j'avais ce genre de choses-là. J'ai eu un suivi psy, donc pendant 1 an et demi, où, on me posait des questions. Là, c'était pas pareil que le premier psy que je suis allée voir, qui m'a dit: «Oui, enfin, allez-y, parlez de vous» et pendant 45 minutes, j'ai parlé de moi et à la fin, elle m'a dit: «Vous êtes en colère». J'ai pas du tout aimé, en fait. Moi, j'avais besoin d'interaction et justement, ce 2e psy-là avait compris, je pense et donc du coup, avait, compris que j'avais besoin d'interaction, tout simplement. Donc poser des questions, je rebondissais dessus et cetera et cetera. Pendant 1 an et demi, ça a duré et au final, j'ai eu j'aime pas dire diagnostic, mais c'est un peu ça, j'ai eu la réponse, on va dire. Et on m'a dit: «Bah, en fait, tu as un haut potentiel émotionnel, donc intelligent émotionnel, tu comprends très bien les émotions, tu les refoules, en fait, tu as cette capacité-là à les refouler très, très, au fond de toi, mais c'est très mauvais». Parce que, grâce à cet haut potentiel, intelligent émotionnel, donc c'est un HPI, en fait, mais particulièrement dans les émotions pour ma part. Hem et bien, en fait, tu es très empathique et cetera. Tu as sûrement eu, des expériences dans ta vie où tu as été, dans l'altruisme sans forcément avoir l'appareil ou quoi que ce soit. J'étais là en mode: «Waouh, c'est choquant et tout». Mais c'est super, parce qu'effectivement, ça met un peu un mot sur ce que j'ai vécu depuis toujours. Tu comprends, tu as une forte maturité pour ton âge et cetera. Enfin bref, on m'a sorti des trucs qu'on me sortait déjà dans mon quotidien, mais sans forcément savoir. Donc le diagnostic a été ça. Tu as un haut potentiel intelligent émotionnel, qui se transmet en fait avec une hypersensibilité chez toi et en plus de ça, tu fais de l'hyperactivité du cerveau, dans ton courant de pensée. En fait, tu penses très vite et c'est souvent lié aux émotions, donc une couleur va me enfin, c'est logique ce que je enfin moi ça me paraît mais totalement je comprends pas comment les gens peuvent ne pas penser comme moi, mais c'est vrai qu'on est tous différents, donc je vais quand même le dire. Une couleur va me transmettre une émotion, un passage de ma vie va me transmettre une émotion, un film, peu importe, tout ce que je vis va forcément être traduit en émotion chez moi. Il y a des gens, ça va être traduit dans une intelligence autre, une mémoire, un truc, voilà. Moi, toute ma vie est basée sur les émotions et je n'arrive même pas à exprimer le propos réellement comme on me l'a expliqué à l'époque, parce que pour moi, c'est mon quotidien. C'est comme ça que je fonctionne et j'arrive vraiment pas à comprendre comment les gens enfin, j'arrive pas trop à me mettre à leur place. J'arrive à comprendre sur le plan théorique, mais honnêtement, et même si je suis empathique ou quoi que ce soit, je me mets facilement à la place de l'autre, mais de là à 100 comprendre ce que les autres vivent à ma place, c'est pas possible. Parce que les autres sont pas moi et moi je ne suis pas les autres, donc voilà, c'est pas possible. En tout cas pour moi, j'ai donc du coup ce truc-là qui s'appelle hyperactivité du cerveau au niveau des pensées. Parce que je sais plus comment on me l'a expliqué, mais apparemment, en fait, les zones du cerveau qui sont activées, c'est surtout celles, de la pensée intérieure et cetera et donc du coup, je fais beaucoup de rumination, je suis beaucoup dans mon mental et cetera. En tout cas, quand je faisais beaucoup quand je me bridais sur mes émotions, c'était comme ça que je fonctionnais et donc je ruminais énormément. Et en fait, plus tard, j'ai découvert un livre qui est incroyable, qui s'appelle «Je pense trop» de Christelle Petit-Colin, où elle utilise un terme qui n'est pas «diagnosticable» entre guillemets, aujourd'hui parce qu'il y a pas de test de QI qui est précis enfin qui soit assez précis pour, vraiment, utiliser ce terme comme un diagnostic psychologique. Ça s'appelle la surefficience mentale. Honnêtement, quand j'ai lu ce livre et je pense que je le relirai une deuxième fois dans ma vie, je sais pas quand, l'avenir me le dira. Quand j'ai lu ce livre et quand j'ai eu, l'opportunité de connaître ce terme-là, j'étais soulagée dans le sens où je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, mais effectivement, quand on m'a parlé d'hyperactivité du cerveau, je suis pas sûre». Je suis pas sûre parce qu'en fait, en réalité, parce que je suis sûre qu'en fait, dans plusieurs années, je referai un test de QI et vous allez voir que, comme on va dire la neurosciences et la psychologie va encore évoluer, dans notre société et va vraiment aller aux profondeurs des choses et tout ça. Tous les jours, on découvre des neuroatypies différentes, enfin voilà. Je pense que si je fais ça dans 20 ans, et bien genre à mes 50 ans, à mes 60 ans, je pense que j'aurai un diagnostic beaucoup plus précis et un peu différent que ce qu'on m'a donné là. Mais ça m'a quand même donné une base et je trouve ça super intéressant. Donc du coup, enfin voilà, donc elle utilise le terme de surefficience mentale. Donc aujourd'hui, je préfère utiliser ce terme-là parce que je trouve que ça me correspond bien plus et elle explique que la surefficience mentale, donc c'est une surefficience. L'efficience, c'est un effort, donc c'est un sureffort au niveau, mental.
peu importe quoi, c'est au niveau mental. C'est peu importe si c'est les pensées, si c'est les émotions et cetera, c'est ça et donc c'est des personnes qui sont fortement, exposées à tout ce qui est rumination. Et qui ont du coup une forme de pensée en arborescence. Donc on appelle ça des zèbres aussi, dans le langage un peu psychologique, de la douance, enfin voilà, dans la surdouance, surdoué, hein, j'entends. Sur ce genre de choses, ou même des neuroatypies, on parle souvent de zèbres et de pensée en arborescence. Donc c'est souvent des personnes qui, comme moi, je vous donne un exemple, hein, qui va ouvrir des tiroirs et d'autres tiroirs et d'autres tiroirs et dans une phrase, en fait, on va avoir énormément de trucs qui sont parfois inutiles et on va vous dire: «Mais vas-y, viens au fait parce que je comprends pas» ou «accouche» quoi. Dans mes études, ça m'a beaucoup été reproché, par exemple. Dans tous les projets que je devais expliquer à mon jury ou à mes professeurs ou mes camarades de classe, en fait, à chaque fois, on me disait: «Mais va viens au fait parce que en fait, on comprend pas ce que tu veux exprimer dans ton projet. Ton projet, bon, bah, il est là, il est sur la table, on voit, quoi. Mais toi, ton point A et ton point Z, on le comprend pas. Tu passes par, toutes les lettres de l'alphabet avant d'arriver à ton but, quoi». Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup, peiné à l'époque parce que je comprenais pas. Je me sentais différente, mais je comprenais pas pourquoi on me disait ça. Parce que pour moi, en fait, tout était logique quand je parle, tout est logique, enfin, tout est normal, tout coule de source, en fait. Mais effectivement, je me suis rendu compte que les personnes, quand je parlais avec elles, sont pas forcément axées sur la même onde que moi, déjà, premièrement, et aussi, bah, n'ont pas forcément, la même intelligence que moi. Moi, c'est dans l'émotion, mais eux, peut-être pas. Et donc j'ai appris, ce diagnostic-là avec, enfin voilà, en lisant des livres sur le sujet. J'ai lu aussi Fabrice Midal, «Suis-je hypersensible?» pour, ben, quand on m'a donné ma réponse, pour pas parler de diagnostic, mais ma réponse psychologique, on m'a dit voilà, haut potentiel, intelligent émotionnel. On m'a dit, activité du cerveau un peu élevée, donc tu fais de la rumination et cetera, d'où ton haut potentiel, aussi intelligent. Enfin voilà, on m'a dit tout ça, j'étais soulagée, mais en même temps, je me suis dit: «Putain, voici la réponse. Pourquoi est-ce que on me dit que je suis un peu différente et tout et tout? Pourquoi est-ce qu'on me dit que je suis mature?» Parce qu'en fait, j'ai une forte capacité d'analyser ce qui est autour de moi depuis que je suis née et donc bah, je vais un peu plus vite que la plupart des gens. Ça veut pas dire que j'ai un super pouvoir, que je suis supérieure, je me sens pas du tout comme ça. Au contraire, j'ai subi beaucoup de rejets dans ma vie et ce qui, du coup, pourrait être, la cause, bah, ce serait ça. Donc je parle pas de super pouvoir, mais je préfère maintenant le voir comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction parce que je préfère, vivre avec et m'épanouir avec que de me laisser consumer par quelque chose qui, en fait, de toute façon, fait partie de moi depuis ma naissance. Donc voilà, je suis là avec cette réponse-là, psychologique et puis bon, bah, je me renseigne. Je lis beaucoup de livres, donc Fabrice Midal, tout ça et en fait, c'est rigolo parce que j'apprends que dans son ouvrage, il parle énormément des sens, mais comme on l'entend, des 5 sens, du toucher, de l'odorat, de la vue, j'en oublie. J'en oublie de l'audition, enfin bref, voilà, je pense que j'en ai oublié, mais enfin les 5 sens primaires, voilà. Instinctif et primaire et il parle énormément de ça, il parle d'une capacité à ressentir ces sens-là de façon, haute ou extrême. Par exemple, lui, il disait, voilà, je sens, quand on met un vêtement, enfin, quand j'étais petite, que ma mère, elle me mettait un pull, elle mettait le même à ma sœur, elle disait rien, moi, ça me grattait, mais ça me démangeait tellement que, ça venait à me gratter au sang et cetera et cetera. Et en fait, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis rendu compte qu'effectivement l'hypersensibilité, c'était pas les trucs complètement léchés qu'on voyait sur Instagram notamment, où on te dit: «Oui, si tu vis avec une personne hypersensible, il faut absolument l'écouter. Il faut pas qu'elle pleure» et cetera et cetera. Le truc mais vraiment mais biaisé au possible. Moi, je voyais ça en fait en ayant lu ce livre-là et en ayant eu cette réponse psychologique donnée par un psychologue, encore une fois, donc c'était un vrai diagnostic, c'est pas juste on se proclame, hypersensible. Et c'était vraiment, c'était comme un éclaircissement, enfin comment dire? Une réponse divine. Enfin j'en sais rien, c'était vraiment, le: «Ah! D'accord, c'est pour ça que. Aïe! Je me suis fait mal. C'est pour ça que» et cetera et en fait, donc j'ai vraiment cherché et tout et je me suis rendu compte qu'en fait l'hypersensibilité on comment dire? La sensibilité on l'a tous. Il y a des personnes qui ont des
haut potentiel sensoriel, qui ont, comment dire? Ou même un non potentiel sensoriel, qui ne font pas du tout attention à leur sens, à leur corps, ils n'écoutent pas du tout leur corps ou quoi que ce soit, qui tirent un peu trop sur la ficelle, ils ne s'écoutent pas en fait et on a aussi des personnes qui savent s'écouter, qui savent écouter, leur sensibilité, qui veulent, composer avec elle et cetera, qui savent pas forcément comment faire et qui vont se tourner justement vers des réseaux sociaux où on a tout plein d'informations et surtout de la désinformation et où on va te dire qu'en fait, l'hypersensibilité, ça s'apparente à la susceptibilité ou même encore pire, à l'émotivité. Je vais vraiment faire une espèce de période de prévention là-dessus. L'hypersensibilité n'est absolument pas l'émotivité, en fait, ou n'est absolument pas la susceptibilité. Pour remettre un peu les choses dans leur cadre, la susceptibilité, c'est vraiment tout prendre mal, tout prendre pour soi comme une insulte ou comme quelque chose qui est attaquant, donc être souvent de mauvaise humeur par rapport à une chose qu'on nous a dite, et cetera. Alors, c'est vrai qu'il y a des hypersensibles qui peuvent être susceptibles, mais à l'inverse, il y a des susceptibles qui ne sont pas forcément hypersensibles, d'accord? Ça ne veut pas dire que si tu es susceptible, tu es hypersensible et que donc du coup, ça donnerait une excuse à ton comportement ou à ta non-capacité d'intégrer une information qu'on te donne ou de te remettre en question. Parce que la susceptibilité, c'est aussi ça. C'est un comportement qui est resté enfantin, sur la non-capacité de remettre en question ce que la personne a dit sur nous ou, ou nous-mêmes, en fait, tout simplement. Donc l'hypersensibilité n'est pas la susceptibilité. Et autre chose, l'hypersensibilité n'est pas, l'émotivité. L'émotivité, c'est cette non-capacité à comprendre et à exprimer ses émotions de façon correcte. Et quand je dis de façon correcte, c'est souvent l'image qu'on a d'un enfant qui pleure. Un enfant qui pleure parce qu'il ne comprend pas encore un nourrisson en fait, hein, qui ne comprend pas encore, ses émotions, qui ne sait pas les exprimer par une autre façon que de, les crier en fait, les pleurer et ben, c'est ça, l'émotivité. Donc c'est une personne qui ne comprend pas ses émotions et qui souvent, bah, en fait, va se braquer, va se remettre dans un état intérieur au lieu d'en parler, au lieu de vraiment établir, quelles sont les émotions qui sont en train d'être ressenties. C'est souvent la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer et de ne pas savoir s'exprimer émotionnellement. Donc voilà, l'hypersensibilité n'est pas ça. Mais souvent sur Instagram, je vois des choses, mais qui m franchement, c'est choquant, c'est outrageux, où, c'est des gens qui se disent hypersensibles, qui parlent de leur, bah, après voilà, hein, qui parlent de leur parcours amoureux ou peu importe et du coup qui se cachent derrière cette étiquette d'hypersensibilité parce qu'on sait que c'est une neuroatypie aujourd'hui et du coup ça légitimerait en fait enfin, ils se donnent une fausse légitimité à réagir comme ils le font et du coup, derrière l'hypersensibilité. Voilà. Se donner cette étiquette-là pour, comme si c'était une raison de «mal se comporter» entre guillemets ou de mal exprimer ses émotions et de blesser autrui. Moi, je veux déconstruire ça parce que étant hypersensible, je trouve ça chiant de devoir toujours, 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 bah, de devoir, justifier que l'hypersensibilité, c'est pas tout mal prendre. Parce qu'une fois, j'ai dit, enfin voilà, j'étais en date avec quelqu'un et j'ai dit: «Ouais, voilà, j'ai une neuroatypie, si tu veux, on en parle. J'ai ça et puis je suis hypersensible». «Ah ouais, donc tu pleures souvent?» Mais vraiment, la réflexion, ça a été ça. En quoi l'hypersensibilité fait que tu pleures souvent? C'est que l'hypersensibilité, c'est encore une fois un haut potentiel de sensibilité sensorielle dans le sens des 5 sens, de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, et cetera. Mais ça n'est aucun cas, une émotivité qu'on ne peut pas contrôler, en fait. Et donc du coup, ça m'avait blessée. Pour le coup, j'avais mal pris donc là, j'ai fait, preuve de susceptibilité, mais j'ai mal pris ce qu'il m'a dit et je lui ai dit: «Bah non, écoute, l'hypersensibilité, c'est pas ça» et je lui ai expliqué. Mais en fait, je suis fatiguée aujourd'hui de devoir expliquer et déconstruire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et les désinformations qu'on a sur le sujet, parce que, les gens, en plus, se méfient de moi, quand je dis ça. Je dis: «Je suis hypersensible», on se méfie de moi et on va pas chercher plus loin, en fait. Mais c'est beaucoup plus profond l'hypersensibilité et en plus, dans mon cas, émotionnel, parce que bon, bah, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais voir, tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais enfin peu importe, qui sont d'abord liés avec mes 5 sens et donc j'ai une hypersensibilité de ces 5 sens-là, parce que je suis en hypervigilance, je sais pas, de ces 5 sens-là, je vois tout, j'entends tout, sur, plein de plans différents.
Je sens tout. Alors j'ai une très enfin, je vais vous donner des exemples, mais j'ai un très fort odorat, j'ai un très fort goût. J'ai comment dire? Une très forte ouïe aussi, ce qui fait que c'est insupportable pour moi d'être dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui parlent, typiquement dans un amphithéâtre ou ce genre de choses. Je n'entends pas la personne qui est censée être écoutée, qui fait son discours et cetera, je ne l'entends pas parce en fait, j'entends tellement tout autour de moi, que ce soit les gens qui chuchotent, les papiers de choses que les gens sont en train de manger, les bruits de mastication qu'une personne peut être à 2 mètres de moi, mais je l'entends quand même. Une personne qui va se redresser sur son siège, donc le siège va craquer, une porte qui claque, le vent dans les fenêtres, enfin bref, tout ça je l'entends en même temps. Ce qui fait que la personne qui est en face de moi, qui est en train de faire son discours, peut-être un discours très important pour mon entreprise ou peu importe, et ben je l'entends pas. Enfin je l'entends, mais avec tout ça autour. Donc du coup, pour moi ça fait je n'arrive pas à filtrer. Fabrice Midal, dans son livre, il explique que pour les personnes, qui n'ont pas d'hypersensibilité, bon, qui sont juste, sensibles normalement et cetera, elles peuvent trier, elles peuvent sélectionner ce qu'elles veulent entendre ou pas et cetera, suivant un moment dans leur vie ou peu importe, enfin voilà, suivant la situation, mais les hypersensibles, on est incapable de le faire. C'est comme si on avait des antennes surdéveloppées et qui vont très, très loin d'en haut dans le ciel et que du coup tous les bruits, toutes les sensations qu'on a viennent de là. Donc c'est super cool pour comprendre le monde et tout, c'est super cool. Mais d'un autre côté, en fait, c'est aussi un petit peu, handicapant parce que, bah, parfois, on peut aussi faire preuve d'hyperactivité dans le sens où on entend tellement tout, on voit tellement tout qu'en fait, il faut bouger, faut, canaliser notre esprit pour pouvoir avancer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je sais pas si c'est pareil pour tous les hypersensibles, qui ont été diagnostiqués, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc du coup, à chaque fois, je dois expliquer ça, voilà, la différence entre l'hypersensibilité, la susceptibilité et l'émotivité. Et sur Instagram, je vois souvent des petits encarts là avec, être hypersensible, c'est comme ci, c'est comme ça. Déjà, il faut savoir que c'est différent pour chaque personne, déjà dans le monde, mais alors en plus pour des personnes hypersensibles, moi demain je rencontre un hypersensible, il va pas forcément réagir de la même façon que moi. Donc déjà, de faire des comment dire? Des banalités sur une notion qui, en plus, n'est pas du tout, comprise par la personne qui est en train de faire cet encart-là, je trouve ça, mais d'une hypocrisie pas possible. Mais c'est juste qu'avec l'engouement, du bien-être, des énergies et aussi, de toutes ces nouvelles, neuroatypies qu'on découvre de jour en jour et ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se donnent l'autorisation et qui se prônent, comme des personnes hypersensibles ou peu importe, en tout cas d'en parler. Mais c'est mauvais parce que on a beaucoup de désinformation sur ça. On a beaucoup de personnes qui disent, bah, des choses qui sont pas vraies ou alors en plus qui font des amalgames entre d'autres notions et l'hypersensibilité et du coup, bah, on perd complètement l'information sur la chose. La notion. Et je voulais dire aussi que, bah, voilà, quand vous voyez une publication Instagram ou une publication tout court qui parle d'hypersensibilité, mais qu'en fait, vous ressentez dans le message qu'il s'agit que des émotions, qu'il s'agit que, d'une non-capacité à exprimer ou à ressentir ses émotions, ce n'est pas de l'hypersensibilité. C'est de la susceptibilité ou de l'émotivité, mais peu importe, ce n'est pas de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est les sens. Faut vraiment c'est le côté sensoriel, sensibilité de l'être humain. Je vais m'énerver, mais c'est vraiment mais là, c'est un sujet qui me tient vraiment trop à cœur. C'est voilà, faut vraiment, vraiment faire attention, dissocier le tout et vraiment vous poser la question quand vous voyez ce genre de choses. Est-ce que vous-même, vous vous sentez hypersensible dans le sens où vous avez du mal à gérer vos émotions? Ou est-ce que, vous vous sentez hypersensible parce qu'effectivement, quand vous voyez quelque chose, vous avez la larme à l'œil parce que c'est vraiment trop beau pour vous? La couleur de cet objet, vous renvoie à un passé, je sais pas, une expérience de votre vie, un truc qui vous a rendu vraiment heureux et cetera. Sachez que l'hypersensible est rarement triste, hein. L'hypersensible est plutôt émerveillé de la vie d'ailleurs. Il est beaucoup plus, dans les expériences sensorielles, les expériences, quelles qu'elles soient, plutôt que vraiment quelqu'un qui va se renfermer et qui va, justement pas savoir gérer ses émotions. Je vous donne un petit exemple, hein, parce que justement, bon j'étais avec un homme, il y a de ça, maintenant ça fait 5 ans. Qui me disait à chaque fois que je voulais exprimer une idée alors lui il était d'accord sur rien avec moi, j'étais toujours le problème et cetera et d'ailleurs à partir du moment où il a su que j'étais, hypersensible et que j'avais des neuroatypies, peu importe, il utilisait ça contre moi.
Mais vraiment, c'est-à-dire et donc du coup, moi, aujourd'hui, je me défends avec ça et c'est vraiment mauvais parce que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ça n'a pas, à être, une attaque ou une défense, en fait. C'est juste qui je suis et c'est tout, quoi. Et cet homme-là me disait à chaque fois qu'on avait un désaccord: «Mais de toute façon, tu trop dans tes émotions là, de toute façon, c'est parce que t'es hypersensible, en gros repose-toi, on en parlera plus tard». Mais à quel moment c'est justifiable de dire ça à quelqu'un? Surtout quelqu'un qui est hypersensible, sachant que l'hypersensibilité n'est pas forcément liée avec nos émotions, encore une fois. Moi, je le vis comme ça, et encore là, c'était juste qu'il avait pas envie d'entendre mon argument et qu'il avait utilisé ça pour enfin, cette notion-là et ce mot-là pour, me dire: «Bah, en fait, tu pas légitime de parler parce que, tu tellement trop dans ton émotionnel que ça y est, repose-toi, on en parlera plus tard quand tu seras plus calme», quoi. J'étais là en mode: «Mais c'est outrageux». C'est outrageux d'utiliser une neuroatypie comme ça, un truc qui a été reconnu, enfin bref, peu importe, ou une condition, pour me dire de me taire, quoi. Parce que t'as pas envie d'écouter mon argument, parce que tu sais qu'en fait, bah, peut-être au fond de toi, tu sais que j'ai raison, ou que en tout cas, ça va te mettre dans une position qui est pas agréable, donc t'as décidé que c'était moi le problème. Je trouve ça choquant. C'est comme quand, vous avez une femme qui parle à un homme, et l'homme lui dit: «Non mais en fait, truc ultra macho, tu trop dans l'émotionnel parce que t'es une femme. À quel moment? Enfin, en fait, à quel moment? Juste. Voilà, je pose ça sur la table. Mais donc du coup, voilà, j'ai vécu ce genre de choses, j'ai vécu ce genre d'amalgame-là, j'ai vécu ce genre de on-dit-là et surtout parce qu'en fait, l'information et la désinformation est tellement accessible sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens m'ont dit: «Ah mais t'es hypersensible donc du coup, bah, tu réagis comme ci ou comme ça». Non, l'hypersensible, c'est l'essence, peu importe. Voilà. Maintenant, posez-vous la question quand quelqu'un vous dit qu'il est hypersensible, est-ce que dans son comportement, c'est plus une question de non-gestion de ses émotions ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il va ressentir tout très vite et de façon très intense? Voilà, moi je vais en rando parce que les paysages, même si je les ai vus 10 fois ou 15 fois, dans ma vie et bah, je retourne au même endroit parce qu'à chaque fois je vois des trucs qui ont changé. Ça peut être une feuille qui n'a pas poussé de la même façon, d'une année à l'autre. Ça peut être un bruit dans la forêt que je n'avais pas entendu avant. Enfin voilà, je suis capable de refaire 1 milliard de fois les mêmes activités parce qu'à chaque fois pour moi ça change. Or il y a des gens et ben, ils font pas attention à tout ça et en fait, en réalité, bah, ça les blase plus qu'autre chose de revisiter, 15, 20 fois les mêmes endroits, enfin voilà. C'est vraiment ça. Je voulais vraiment faire un épisode sur cette notion-là parce que ça me tenait à cœur de vraiment déconstruire ce qu'on peut penser de l'hypersensibilité, dans le sens où, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment une non-capacité de gérer ses émotions. L'hypersensible est principalement empathique, donc si, il peut se mettre à votre, place. Il peut émotionnellement vous comprendre aussi, mais ça veut pas dire qu'il est susceptible ou qu'il est, émotionnellement, atteint. Je vais pas dire ça, mais qu'il est émotif, en fait, qu'il sait pas gérer ses émotions comme un enfant de 2 ans. Qui va se mettre à pleurer à chaque fois que vous lui dites quelque chose ou qui va mal prendre ce qu'on lui dit. Par contre, à contrario, si un hypersensible vous dit que vous allez trop loin, dans ce que vous êtes en train de lui dire ou ce que vous êtes en train de lui exprimer sur sa propre personne, sachez qu'effectivement à ce moment-là, bon moi je prends mon cas, mais moi personnellement, ça m'embête quand on me dit: «Oui, t'es comme ci, comme ça» ou qu'on me dit quelque chose et qu'on me dit: «Ah bah non mais, tu l'as mal pris». En fait, c'est pas que je l'ai mal pris, c'est que l'intention qui était derrière le mot qu'on m'a donné, je l'ai ressenti. Et donc cette intention-là, si elle était mauvaise à mon égard, je l'ai ressentie. Donc essayez pas de retourner la situation contre l'autre, en fait. Si vous aviez été mauvais, vous aviez dit quelque chose pour être méchant, vous l'avez fait. Donc et ne dites pas: «Ah oui, non, mais c'est juste toi qui es susceptible ou qui est hypersensible, donc c'est normal que tu prennes ça mal. Tu prends tout trop à cœur. T'es trop sensible, t'es trop ceci, trop cela», en fait. Et moi, ça me blase, je suis là: «OK, mais non, en fait, les gars, non». Typiquement, heureusement que j'ai mon copain actuel parce que avec lui, je peux parler de tout et justement, hier, bon, bah, je je vous dévoile ça, ouh là là, gros gossip, on a eu un désaccord. C'était pas une dispute, c'était un désaccord et justement, en fait, dans le désaccord, finalement, il s'est avéré qu'on était d'accord sur le fond de la pensée et que on avait des manières différentes de l'exprimer et en fait, dans sa manière d'exprimer, donc de se poser, le ton de sa voix, même son visage, la forme que prenait son visage au moment où il m'exprimait ce propos-là, alors qu'il était d'accord avec moi, d'accord? Donc dans les mots, on était d'accord. Dans l'attitude, j'ai trouvé qu'il était trop à vouloir me faire accepter son point de vue et donc j'ai cru qu'on était dans un désaccord.
parce que son attitude me montrait ça. Et bah, ça, c'est une forme de d'hypersensibilité. Dans le sens où j'ai perçu, dans sa manière de penser, dans le ton de sa voix, dans sa manière de me regarder, dans sa manière de se poser par rapport à moi et cetera, que, bah, il était en désaccord. Or, dans ses mots, on était d'accord et justement, à la fin, je lui dis: «Mais justement, là, c'est un bon exemple. Je te demande, de simplement comprendre que moi, je perçois ça parce que regarde, tu as cette position-là par rapport à moi, tu as ce ton-là par rapport à moi et cetera. Donc moi, je me sens comme ça. Voilà ce que c'est que l'hypersensibilité, surtout dans un désaccord». Je me suis pas mise à pleurer, je me suis pas mise à m'énerver, je me suis pas mise à faire un esclandre de choses, voilà, comme on pourrait le faire dans une émotivité, accrue. J'ai pas fait tout ça. On s'est juste parlé, on a eu un débat où on était au départ pas d'accord, puis d'accord, enfin bref, peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à cette personne-là qui est actuellement dans ma vie, je me suis rendu compte que mes ex ne m'écoutaient pas et qu'en fait, c'était surtout ça qui me montait en pression et qui me faisait ressentir une énorme frustration de pas pouvoir m'exprimer, et cetera. Parce que eux considéraient que l'hypersensibilité était une notion biaisée et que donc du coup, bah, je n'avais pas «voix au chapitre» en fait, entre guillemets. Donc je me suis rendu compte déjà, il faut une personne émotionnellement, très mature pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité et puis surtout se remettre en question et puis aussi surtout accepter ce qu'on a à dire, peu importe en fait. Donc bref, je suis très heureuse d'avoir mon copain actuel. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. En tout cas, voilà, je voulais terminer un peu sur cette notion. J'espère que ça vous a aidé et surtout, éclairci sur cette notion d'hypersensibilité. J'espère que, voilà, parmi vous, il y en a qui vont se poser des questions sur eux-mêmes. On peut en discuter, j'attends vos commentaires, j'attends vos messages et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur une autre notion. Bye bye.